Bonjour et bienvenue en direct du château La Rose avec un petit peu de retard. C'est vrai qu'on a eu des petits problèmes techniques, mais on est là. On est bien là pour vous parler du vin et pour parler bien évidemment de tout ce qui a trait à ce formidable métier. Alors on va aborder la fabuleuse histoire du vin. On va aborder l'économie du vin dans un contexte un petit peu déprimé, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis on abordera la formation avec des petits reportages. Je voulais saluer les étudiants du lycée viticole de Libre-Montagne qui sont à l'amphi, qui nous écoutent certainement, qui sont patients, parce que ça fait 30 minutes qu'ils nous attendent, mais on va essayer de vous en donner pour votre argent d'une certaine façon. Alors on va vous présenter les invités de cette matinée. On va commencer par Corinne Relais. Bonjour Corinne, vous gérez depuis peu de temps les 3 lycées viticoles, le lycée viticole de Libre-Montagne, le lycée viticole de Blanquefort, où vous êtes d'ailleurs le plus souvent, et le lycée de la Tour Blanche, et on parlera avec vous de tout, mais surtout de la formation. Bienvenue. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre demande. Alors quelqu'un qu'on ne présente plus dans le milieu du vin, Sylvie Caz, vous êtes copropriétaire du château, vous m'avez dit tout à l'heure, non pas Lynch, mais Lynch-Mage. Vous êtes propriétaire depuis peu de temps du château Chauvin, à Saint-Émilion. Vous avez un resto que tout le monde connaît à Bordeaux, le Château Fin. Et puis, bien évidemment, vous êtes une ambassadrice du vin de Bordeaux dans le monde entier, en représentant la cité du vin dont vous avez été à l'origine. Vous expliquerez un petit peu ce que vous avez fait, parce que ça a été un long travail de 8 ans, et on parlera avec vous de ces 3 thématiques de l'histoire du vin, parce que vous le gérez formidablement bien là-bas, mais également de l'économie du vin et de la formation aussi. Vous nous expliquerez si vous êtes passé par celle-ci. Enfin, ce grand monsieur qui est face à moi, c'est Guy Mélin. Bonjour. Bonjour Christophe. On avait tout envisagé lorsqu'on a fait cette émission, mais pas nécessairement de la faire chez vous. Et puis franchement, quand on voit ces genres dont nous allons parler dans quelques instants, eh bien on se dit qu'on a fait le bon choix. Alors il fait pas très chaud chez vous, c'est vrai Guy, mais on va se réchauffer dans quelques instants avec ce débat. Ce château vous êtes bienvenu. Vous êtes bienvenu, merci. Est en grand cru classé, on reparlera de ces appellations et vous aurez certainement votre mot à dire sur toutes ces thématiques. Alors on s'était dit et on se dit toujours que pour démarrer cette émission, il fallait peut-être quelques documentaire pédagogique. Nous en avons trouvé un, en l'occurrence avec l'histoire et la domestication du vin. C'est une réalisation Arkham Productions. Le reportage s'appelle Cultivar et on se retrouve tout de suite après en direct sur Aki Télé et sur Facebook pour parler de Et si Bacchus m'était compté. À tout de suite. Comme pour la plupart des plantes, l'évolution de la vigne résulte à la fois de la sélection naturelle et de la domestication par l'homme. L'histoire de la vigne débute avec la domestication de la vigne sauvage Vitis sylvestris il y a environ 8000 ans dans une région englobant Moyen-Orient et Transcaucasie. Vitis vinifera apparaît progressivement. Elle présente des fleurs hermaphrodites, des grappes et des baies plus grosses. À partir de son berceau de domestication, la vigne cultivée s'étend au pourtour de la Méditerranée en suivant les civilisations égyptiennes, grecques, carthaginoises et romaines. À l'époque des Romains, on fait déjà la distinction entre raisins de table et raisins de cuve, et les différentes variétés de raisins offrent une grande diversité de goûts et de couleurs. La vigne progresse ensuite vers le nord de l'Europe, parallèlement à l'expansion de l'Église catholique. Le Moyen Âge voit naître de nombreux cépages. Plus tard, la culture de la vigne suit les grands mouvements de la colonisation européenne. Au XVIe siècle, les colons espagnols emportent sur leurs bateaux d'abord des pépins, puis des boutures qu'ils repiquent en Amérique du Sud. Au XVIIe siècle, les colons néerlandais plantent des vignobles en Afrique du Sud. La vigne achève sa mondialisation au tout début du XIXe siècle, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ça s'appelle Cultivar et ça nous en dit un petit peu plus sur cette fabuleuse histoire du vin commencée il y a 6000 ans avec la vigne plantée au Moyen-Orient. 6000 ans, c'est bien cela, Sylvie Caz ? 8000 ans. 8000 Il y a moins 6000. Moins 6000. Au Moyen-Orient, en Géorgie plus précisément, d'après ce que nous disent les scientifiques, il semblerait que les premiers vins ont été fabriqués en Géorgie, ont été réalisés en Géorgie. Alors après, effectivement, la vigne, comme vous l'avez vu,
a suivi le pourtour de la Méditerranée jusqu'à arriver sur nos côtes. Et puis, mais en Géorgie, à l'époque et encore aujourd'hui, en fait, les Géorgiens fabriquaient le vin dans des espèces de jarres, comme celle-ci d'ailleurs, mais qui étaient enterrées, qu'on appelle des gvevri. Et depuis toujours, en fait, ils font le vin sous la terre. Et ensuite, quand le vin a été à la fois après la fermentation et après l'élevage, à ce moment-là, il est mis en bouteille. Alors, la Cité du Vin, qui est un formidable lieu de 13 000 mètres carrés, qui a ouvert ses portes en 2016. Vous faites très régulièrement des expos permanentes sur le vin et itinérantes. Bien sûr, c'est fermé en ce moment, mais qu'est-ce que vous envisagez de faire, par exemple, dans un futur proche, c'est-à-dire dans les mois qui viennent, lorsque la situation sera redevenue normale d'une certaine façon? Oui, nous attendons cela avec impatience. Oui. Nous devions avoir une exposition l'année dernière qui a été annulée et qui donc va avoir lieu cette année entre le mois d'avril et le mois d'août. Cette exposition va s'appeler Boire avec les dieux. Oula. Et le thème de Bacchus que nous célébrons aujourd'hui sera vraiment à l'honneur dans cette exposition, puisque nous avons travaillé avec le musée du Louvre et avec le musée archéologique d'Athènes pour raconter justement cette époque de l'Antiquité où dans la Grèce antique et la Rome antique, on buvait avec les dieux. Et donc toute la mythologie qui s'y attache. Il y aura à la fois une scénographie très classique avec des objets très précieux et puis aussi une scénographie très moderne. Nous aurons même des graffeurs qui vont venir sur place travailler sur des toiles géantes en se faisant inspirer de ces objets. Corinne Relais, vous qui gérez le PL Bordeaux-Gironde, vous savez peut-être que Théophraste, qui était un grec, disait au IIIe siècle avant Jésus-Christ que Dionysos avait donné le vin aux hommes pour qu'ils se sentent plus jeunes. Est-ce que c'est ce que vous dites à vos jeunes, justement? À ceux qui vont travailler dans la viticulture? Alors aujourd'hui, la filière viticole en Gironde et plus généralement dans notre pays continue à attirer des jeunes et des moins jeunes. C'est la particularité de l'enseignement agricole public que de pouvoir offrir une possibilité à chacun, jeune ou moins jeune, issu ou pas du monde viticole, que de pouvoir trouver une manière de se former, de se préparer. Parce que pour faire face aux enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui pour la filière viticole comme pour de nombreuses filières, il faut que les futurs professionnels soient bien armés, soient en capacité de faire face aux attentes sociétales, aux défis technologiques. Et pour cela, une formation, une qualification est incontestablement un gage d'un parcours, d'une évolution professionnelle. On va pas anticiper sur la formation. Comment intégrer l'histoire du vin dans les formations? Est-ce que ça se fait en BTS, par exemple, ou pas du tout? Est-ce que les profs d'histoire que je suis interviennent dans vos filières, par exemple? Ça me semble en tous les cas être une perspective que l'on doit privilégier. Les programmes sont nationaux, on n'en a pas toujours la maîtrise, mais on a quand même des initiatives que l'on peut privilégier. Et dans une région comme celle-ci, vous l'avez dit, avec les nombreuses possibilités qui existent, il faut vraiment aborder cet aspect-là qui ouvre aussi les perspectives, qui ouvre aussi sur l'international, sur l'histoire, sur beaucoup de thématiques en lien avec la viticulture. Guy Mélin, l'histoire du vin, c'est quelque chose qui vous plaît forcément. Vous êtes un propriétaire passionné. Alors, propriétaire ou copropriétaire? Copropriétaire, parce que la rose appartient à ma famille. Oui. Nous sommes trois enfants dans ma génération, donc nous sommes 3 propriétaires et je suis le gérant. Je disais tout à l'heure en antenne qu'il y avait un château qui est voisin du vôtre, qui s'appelle le château Frammen, qui avait organisé un petit parcours historique. Est-ce que vous pourriez imaginer cela chez vous, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? C'est quelque chose qui m'intéresse, mais ça pourrait pas se faire tout à fait de la même façon, parce que bon, eux, ils ont des carrières souterraines que je n'ai pas ici. Mais l'histoire du vin, en fait, m'intéresse, parce que l'histoire du vin, c'est notre histoire. On est dans une région qui est tellement imprégnée par le vin, que quand on parle de l'histoire du vin, on parle de nous, on parle de l'histoire de Bordeaux, on parle de l'histoire de Saint-Émilion, donc on parle de l'histoire de la construction et de l'organisation de notre région. L'organisation même alors au niveau agricole, mais aussi au niveau politique. C'est le vin à Saint-Émilion,
il est là depuis les Gallo-Romains. On a des vestiges de villas gallo-romaines. Justement, vous parliez de Framènes, voilà, Framènes, Coutette, à côté, Bellevue. Là, il y a des vestiges de villas gallo-romaines. Donc, ça a commencé par ça. Après, Saint-Émilion est devenu un lieu de pèlerinage très important pour les pèlerins qui allaient vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Émilion a été, comment dire, propriété des Anglais sous Aliénor d'Aquitaine. Donc, géré non pas par les Anglais qui étaient trop loin, mais par les Français, les locaux, les notables, qu'on appelait les jurats, et qui faisaient la loi, et donc qui avaient l'autonomie sur leur région. Donc ça aussi, c'est une particularité. On est dans un secteur, dans une région, qui s'est auto-gérée elle-même pendant des dizaines d'années, plusieurs siècles. Ça s'est fini à la fin de la guerre de 100 ans. Et donc ça a laissé des traces aussi très, très importantes. C'est exceptionnel d'avoir une région qui avait déjà sa propre autonomie à ce moment-là. Voilà. Et puis, l'histoire, elle continue. Maintenant, elle continue à s'écrire un petit peu tous les jours. Cette histoire est porteuse de nos valeurs, de nos traditions. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous nourrit, c'est cette histoire qui nous nourrit, c'est nos traditions qui nous portent. C'est l'histoire, pour nous, c'est pas un poids, c'est une force, c'est une énergie que l'on vit au jour le jour et qui nous pousse vers l'avenir. Voilà. Moi, je la vois comme ça, notre histoire. Sylvie Cazes, l'histoire peut des fois favoriser les familles, la vôtre en particulier. Alors, c'est votre arrière-grand-père qui arrive dans le Médoc, mais je crois que vous êtes originaire de l'Ariège, c'est l'arrière-grand-père qui arrive donc dans le Médoc. La crise de 1929, parce que ça c'est quand même quelque chose qui est profondément en lien avec votre histoire familiale, va favoriser non plus votre arrière-grand-père, mais votre grand-père qui achète le château Langemage. Alors il l'achète en 1939, c'est-à-dire 10 ans après la crise de 1929, mais en 1939 on est encore dans les conséquences de cette crise. On dit souvent qu'il y a des opportunités lorsqu'il y a des crises. Alors justement, revenons déjà sur 1939 et rebondissons un petit peu sur la crise d'aujourd'hui. En quoi verriez-vous des opportunités dans cette crise sanitaire que nous connaissons? Alors d'abord, effectivement, il a racheté le château en 1939, mais il a commencé à s'en occuper en tant qu'il louait la terre en 1933, donc juste après effectivement cette crise. Et à une époque où son propriétaire n'arrivait même plus à payer ses ouvriers. Donc lui a repris la propriété, il a réussi à en tirer quelque chose et donc il a pu le racheter en 1939. C'est vrai que c'était une belle opportunité. Aujourd'hui, c'est la même chose. Alors aujourd'hui, peut-être que aujourd'hui, nous devons repenser avec cette crise beaucoup de choses. Sans doute nos façons de consommer, sans doute nos façons de parler à nos clients. Alors évidemment, il y a beaucoup de numérique, mais pas seulement. Je pense qu'il y a aussi ce besoin de revenir à des choses très authentiques, très locales. Et c'est très important, nous, de nous en imprégner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vendre à l'autre bout du monde. Au contraire, mais il faut leur apporter l'authenticité que nous avons dans nos vignobles. Et certainement en insistant plus là-dessus. Corinne Relais d'Histoire, c'est aussi bien sûr la loi Pisani. Alors c'est ce célèbre ministre de l'Agriculture, Edgar Pisani, je crois qu'il a été ministre 1961-1966, qui lance les lycées agricoles et qui lance celui de Blanquefort et de Libourne-Montagne. Point d'histoire une nouvelle fois dans ce cas précis. Ce qu'il faut noter sur l'histoire de l'enseignement agricole et sur ses particularités, voire, je dirais, ses atouts, c'est que le législateur a voulu, dès sa création, que l'enseignement soit structuré, soit organisé autour de fermes, autour d'exploitations. Et c'est ainsi que tous les lycées agricoles publics ont une exploitation agricole qui, bien sûr, a une logique comme ses voisins de production, de commercialisation, mais qui a avant tout un objectif pédagogique, de façon pragmatique, avec, je dirais, la vraie vie, les réalités du moment, qu'elles soient techniques ou économiques. Les jeunes, les étudiants vont pouvoir, sur ces exploitations, apprendre des gestes professionnels, observer des réalités, faire des études technico-économiques, visiter des parcelles d'essai. Autrement dit, se donner, se forger une culture pour être demain, après-demain, des professionnels informés, aguerris, capables de prendre en charge les défis.
Guy Ménard, on a ces jarres à côté. Alors, c'était la façon dont on transportait le vin. On a retrouvé des amphores, me semble-t-il, au fond de la Méditerranée, où le vin était encore consommable. Les Romains ne consommaient pas du tout le vin comme nous. Alors, ils le transportaient aussi différemment, mais déjà, la consommation du vin, elle était très différente de celle d'aujourd'hui. Certainement. Moi, je pourrais pas vous en parler parce que j'y étais pas à l'époque, mais ce qui est amusant, c'est que Sylvie, tout à l'heure, parlait effectivement des Xvéris qui sont à l'origine de la façon de faire le vin en Géorgie il y a 8000 ans. Et donc aujourd'hui, on voit les jarres réapparaître dans nos chais. Donc c'est un petit clin d'œil à l'histoire, mais en même temps, c'est quelque chose de très moderne. Donc on se réapproprie un objet ancien avec la connaissance d'aujourd'hui. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc avec comment dire, on arrive à intégrer des matériaux nobles dans un process qui est un petit peu plus technique que ce que c'était à l'époque. Voilà, donc ce sont des jarres qui sont en terre cuite, qui aujourd'hui ne servent plus à le transporter, mais servent à l'élaborer. Et moi j'aime bien cette idée que le vin qui vient de la terre soit élevé dans un récipient en terre. Je trouve ça quelque chose qui est très naturel. La barrique, c'est un récipient qui est en bois, c'est complètement naturel aussi. Sauf que la barrique, pour fabriquer une barrique, il faut abattre un arbre pour faire quelques barriques. Un récipient en terre, eh bien voilà, on n'exploite pas les ressources naturelles pour faire ce genre d'objet. Donc c'est un petit peu la rencontre de la tradition. Donc vous parlez de l'histoire, de la tradition et de l'innovation, parce qu'aujourd'hui ça rentre plutôt dans cette idée novatrice dans la façon de les utiliser. Avant que nous n'abordions le business du vin, Sylvie, on ne consommait pas du tout le vin chez les anciens comme aujourd'hui, parce qu'on le consommait couché, symposium, des Grecs. À Rome, absolument. D'abord chez les Grecs, ensuite les symposiums, je crois que c'était grec. Ensuite, il y avait bien sûr les orgies romaines, les bacchanales, on est un peu obligé d'en parler, parce que le vin, c'est la fête, et cette fête, on a tendance à ne plus vouloir la faire actuellement avec la crise sanitaire. On n'a pas trop le choix, finalement, on la met entre parenthèses. Mais c'est vrai que le vin, il est d'abord associé à la fête, à la convivialité. C'est ce que vous avez chez vous, par exemple, dans votre restaurant, le Chapon Fin, qui est une des plus belles tables de Bordeaux, on peut le dire, bien sûr. Très gentil, je vous remercie. En tout cas, on a un jeune chef, Cédric Bobinet, qui met tout son cœur à essayer de trouver justement les meilleures recettes pour sublimer nos vins de Bordeaux. Et voilà. Et alors le Chapon Fin est aussi un endroit historique puisque il a été créé en 1825 et le décor actuel 1901. Alors c'est art déco ou pas? Parce que chaque fois que je vais là-bas, je me pose la question. Non, c'est pas art déco, pas tout à fait, c'est belle époque, on dit, c'est 1901. Art déco, c'était un peu... mais c'est assez amusant, on y retrouve ces rocailles assez typiques de cette époque, comme il y avait chez Maxims, comme on retrouve au bar Castor, etc. Ces rocailles, et puis des espèces d'arcades. Enfin, c'est un décor assez amusant. Et en tout cas chaleureux, puisque l'essentiel, effectivement, c'est de pouvoir se faire plaisir. On en rêve tous. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a envie de se faire plaisir en ce moment? On va parler un petit peu du business du vin. On va le refaire dans quelques instants. Alors, un petit reportage qu'on a tourné, bon, évidemment, c'est normal, au CIVB, Centre Interprofessionnel du Vin de Bordeaux. Vous savez, c'est cet immeuble triangulaire qui remonte au XVIIIe siècle. On est sur les allées de Tourny. Un petit reportage et en l'occurrence, on est parti à la rencontre de Stéphanie Barral, qui est responsable de l'école du vin au CIVB. On parlera bien sûr de l'école du vin parce que c'est très très important pour faire connaître le vin de Bordeaux. Et on va écouter également Christophe Château, qui est directeur de la communication au CIVB, un reportage de 3 minutes et 29 secondes. Et tout de suite après, eh bien on parlera du business du vin à l'arrêt, mais pas totalement. À tout de suite. Le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux a pour principale mission de défendre et de promouvoir les vins de Bordeaux dans leur diversité aux quatre coins du monde. L'école du vin de Bordeaux fait partie du service le plus représentatif du CIVB, du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux. C'est le service marketing dont la mission est de promouvoir donc ces vins de Bordeaux aux quatre coins du monde. Donc l'école du vin de Bordeaux, c'est évidemment un lieu ici à Bordeaux, place des Quinconces, où particuliers et grand public comme professionnels peuvent se former à la diversité, à la culture des vins de Bordeaux. L'objectif est de démocratiser cette culture-là. Ça existe depuis 30 ans. Depuis 30 ans, les professionnels, les opérateurs de la filière bordelaise ont eu cette bonne idée de déployer, démocratiser, désacraliser cette culture des vins de Bordeaux. Donc on a un élément clé, ce sont nos formateurs.
Donc les formateurs, on en a une trentaine ici à Bordeaux, mais surtout, on a une communauté de plus de 300 formateurs dans 21 pays différents. Et chacun d'entre eux, à leur tour, forme à la culture des vins de Bordeaux. Donc ça passe par les signatures comme l'assemblage, la diversité des couleurs, la diversité des prix, des styles, des maisons, des cultures. Donc on a vraiment une richesse et le vin de Bordeaux est un ambassadeur hors pair pour la ville. Alors la situation économique était déjà plutôt compliquée avant le Covid, puisque nous avions eu une récolte 2017 particulièrement déficitaire. On avait eu un gel assez fort à la fin du mois d'avril et on avait perdu 40% de la récolte en 2017, ce qui a amené une petite crise en 2018 et 2019 où on a eu du mal à alimenter les marchés et donc on a eu des prix qui ont beaucoup augmenté et par effet de conséquence, on a ensuite perdu des volumes de commercialisation. 2018-2019 ont été des belles récoltes et en qualité et en quantité. Donc on commençait à revoir un démarrage à la fin de l'année 2019 et au début de l'année 2020 qui amenait un peu d'optimisme dans le moral des vignerons et des négociants bordelais. Et puis là-dessus, le Covid est arrivé avec un nouvel impact plutôt compliqué, c'est que beaucoup de secteurs d'activité ont été à l'arrêt, tout le secteur du duty free, de l'aérien, le CHR qui a été fermé au printemps dernier puis qui est à nouveau fermé en France mais en Europe et dans nos principaux marchés de destination, a amené encore un nouveau ralentissement. Un des inconvénients majeurs que nous connaissions pour le marché américain, c'était des taxes mises en place par l'administration Trump au mois d'octobre 2019 à hauteur de 25% sur nos vins. Des taxes sont aussi en train d'être mises en place par le gouvernement européen sur les produits américains et on espère qu'avec la nouvelle administration, des négociations vont s'engager pour arriver à un accord sur ces sujets-là. Et puis sur le côté asiatique, qui sont des marchés très importants pour nous, le premier marché des vins de Bordeaux à l'export, c'est la Chine, mais Hong Kong est aussi un très gros marché, le Japon est aussi un très gros marché. Là, on commence aussi à avoir un redémarrage depuis septembre ou octobre, puisque la crise de Covid qui avait démarré en Chine a l'air d'être plus en avance et presque terminée chez eux. On était encore hier avec la Chine au téléphone et l'activité économique reprend chez eux. Et puis on a des chiffres avec le Japon qui sont plutôt bons. Un accord de libre-échange a été signé entre le Japon et l'Europe il y a maintenant un peu plus d'un an. Et on a une dynamique qui est assez forte avec des progressions de commercialisation importantes sur les derniers mois. Donc on a un vrai espoir avec la fin, si les vaccins amènent la fin de cette pandémie et de cette crise économique, d'avoir une reprise et une certaine dynamique sur nos marchés en 2021. Oui, le déconfinement, normalement c'était prévu le 17, mais je crois que Jérôme Salomon nous a mis un coup sur la tête hier en disant ça serait peut-être pas le 17. Bon, c'est pas grave. On boira du vin, Sylvie. On boira du vin, Corinne, à Noël. C'est pas possible. Guy, c'est pas possible qu'il en soit autrement. Hein, on n'a pas le choix. Alors bien sûr, on va pas redire exactement ce qui a été dit, beaucoup mieux que nous le ferions nous-mêmes. Le CIVB. C'est un business énorme que le vin, je ne sais trop combien de millions de bouteilles sont vendues dans le monde, 44% à l'export, Sylvie. Alors, vous qui êtes propriétaire, on le disait tout à l'heure, et du Château Chauvin et de l'Inchebage, ça représente quoi vos ventes à l'export globalement pour ces deux châteaux? Alors, je ne le sais pas, puisque nous ne vendons pas directement à l'export, nous vendons aux négociants bordelais qui eux-mêmes revendent à l'export. Alors ça, c'est une spécificité du commerce bordelais que le négoce, ça n'existe pas partout, je crois. Hein. Non, pas du tout. C'est une vraie spécificité du système bordelais qui existe depuis des siècles, qui a fait ses preuves depuis des siècles, que beaucoup de gens ont essayé de remettre en question. Mais pour un grand nombre de crus, en tout cas à Bordeaux, le négoce bordelais est une grande chance. Guy, il fut un temps où il y avait un homme qui faisait la pluie et le beau temps ici. On était obligé d'en parler. C'est le célébrissime Robert Parker. Alors, soit on était parkerisé, soit on l'était pas. Je crois que vous ne l'étiez pas, Guy. Non, je ne l'étais pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour entrer dans les bonnes grâces de Robert Parker? Oh, ben, c'était pas très compliqué. Il y avait un itinéraire qui était relativement bien balisé et il fallait faire des vins qui plaisent au goût américain. Voilà, donc les Américains, vous leur mettez un steak dans l'assiette, il faut que le steak soit très épais, qu'il soit dégoulinant, qu'il soit bien cuit, qu'il soit un peu too much, voilà. Donc on n'est pas dans la cuisine fine du chapon fin. C'est le palais américain est un palais qui n'est pas très large au niveau des saveurs, avec des gens qui ont été élevés au hamburger. Il n'y a pas la même culture culinaire que par exemple un Chinois qui a été élevé depuis son plus jeune âge, avec une table où il y a 12 plats sur la table. Voilà. Donc c'est pas une critique, c'est des cultures différentes. Donc le goût américain du vin,
c'est le goût du vin californien, tout simplement. C'est-à-dire, c'est des vins très opulents, très larges, très alcooleux. Pas la même complexité que les vins bordelais et pas la même fraîcheur aromatique que les vins bordelais. Donc c'est ce style-là qu'il fallait faire et quelques œnologues célèbres ici, donc le premier principal c'est quand même Michel Rolland, qui a ouvert les portes du vignoble à Robert Parker. Et en échange de quoi, Robert Parker a ouvert les portes du marché américain au vin de Bordeaux. Et donc les producteurs bordelais ont rapidement compris comment fonctionnait le bonhomme et ce qu'il fallait pour lui faire plaisir. Et en échange de quoi, il leur ouvrait le marché américain. Donc derrière ces critiques un petit peu dissimulées que je fais dans mon propos, à peine, voilà, j'ai quand même beaucoup d'admiration sur le résultat des choses, c'est que cet homme-là a ouvert les États-Unis au marché de Bordeaux. Et il a vraiment permis d'implanter très très largement des vins et de les aider à devenir célèbres. Et il a rendu de très grands services pour la région bordelaise à ce titre. C'était un gros moteur au niveau de la notoriété des vins de Bordeaux. Alors, aux États-Unis pour commencer, puis après c'est devenu mondial cette affaire-là. Donc maintenant qu'il a pris sa retraite, eh ben, une espèce le soufflet est retombé. Et maintenant il faut comment dire, le tissu commercial et tout ce qui fait la renommée des vins est en train de se réorganiser un petit peu différemment parce qu'il n'y a plus ce gros moteur qui est là. Il faut une révolution de palais, hein, c'est cela, hein, je crois. C'est cela, Corinne, une révolution de palais. Vous avez des exploits, je crois, des exploitations, aussi bien dans les trois établissements que nous venons de citer. Donc, être responsable de l'EPL Bordeaux-Gironde, c'est être aussi un chef d'entreprise, quelque part. Vous avez une obligation de faire tourner vos établissements scolaires. Là, en cela, on a des perspectives totalement différentes de celles de l'éducation nationale. Oui, on ne parle plus pas d'ateliers technologiques, mais d'exploitation, d'entreprises grandeur nature, qui, comme je le disais précédemment, obéissent aux lois du marché et subissent les mêmes contraintes climatiques, technologiques, etc. En fait, nous avons 3 sites. La particularité, là aussi, un petit peu à l'image de belles histoires à raconter, c'est celle du château La Tour Blanche à Sauternes, qui est un premier cru classé de 1855. Donation faite à l'État et école de viticulture depuis le début du siècle dernier. Donc 40 hectares d'appellation Sauternes. Dans le Médoc, en appellation au Médoc, le château d'Illon, rue Bourgeois supérieure, 40 hectares de vignes. Et sur la rive droite, appellation Montagne Saint-Émilion et la Lande de Pomerol avec le château Grand Baril et le château Réal Caillou qui fait aussi 40 hectares. Et puis pas de pot pour vous, pas de fête de terroir cette année. Et Dieu sait que c'est important, je crois que c'est 18% de vos ventes. Et puis cette année, à cause du Covid, alors certes, je salue Pascal Allier qui essaie de vendre aussi les vins tant bien que mal d'une autre façon, je crois qu'on y est parvenu, mais pas de contact direct vraiment avec la clientèle par le biais de ces 2 fêtes qui sont très populaires, je crois. Oui, c'est très frustrant pour tout le monde, mais il faut être positif parce que le retour d'expérience reste intéressant. Les jeunes ont quand même travaillé sur la présentation des vins. Certains ont pu tourner des petites vidéos pour présenter les différentes appellations. Et puis, il y a eu cette adaptation pour, comme beaucoup d'opérateurs dans les châteaux, mettre à disposition des clients sur le site internet ou bien à distance avec un système de commande et de collecte les vins de l'ensemble des lycées agricoles de France, puisque c'est le fondement de cet exercice pédagogique, je le redis, même si bien sûr il permet de vendre les produits de nos propriétés, ça reste quand même un exercice de présentation des vins et aussi d'aborder la dégustation. Ça, c'est le plus frustrant pour les jeunes, de ne pas pouvoir expliquer aux clients en direct les caractéristiques du vin et faire un commentaire de dégustation. Mais comme je leur dis souvent ces temps-ci, c'est pas pour toujours, le moment reviendra où vous serez en situation de le faire. Donc c'est... Il ne faut pas désespérer. Il faut attendre, il faut être patient. Sylvie Caz, vous avez été une pionnière de l'œnotourisme.
On parlait de formation, enfin on va pas anticiper sur la formation, vous nous expliquerez si vous êtes passé par cette formation, si c'est un apprentissage de terrain, après tout ce n'est pas si grave, mais quand même pionnière de l'onotourisme parce que votre frère Jean-Michel Cazes reprend, nous en sommes restés à 1939, où votre grand-père achetait Lingebage, ensuite il y a eu votre papa, André Cazes, que tout le monde connaît, qui fut le maire emblématique de Pauillac pendant près de 40 ans, hein, si je ne m'abuse. Donc votre frère Jean-Michel reprend le château Lingebage, vous le gérez avec lui, mais il vous assigne une mission qui n'allait pas de soi à l'époque, celle de l'œnotourisme. Au début des années 90, on connaissait peu celle-ci. Tout à fait. Alors, nous avions créé en 89 le château Corbeil-en-Bage, qui était un hôtel-restaurant donc à Pauillac, un relais château, et nous avions aussi créé une école du vin qui s'appelait l'école du Bordeaux. Donc moi, j'ai commencé à travailler. C'était nouveau à l'époque, cette école du vin? Oui, c'était tout à fait nouveau. C'était avant l'école du vin du CIVB. Et c'était en fait, on proposait des petits cours aux gens, à nos visiteurs qui le souhaitaient, pour essayer de leur expliquer. Ça faisait une entrée dans le vignoble et ça permettait d'expliquer la complexité de nos appellations, de nos vins, des différences entre les vins. Est-ce que vous passiez aux tables pour expliquer cela, vous, à titre personnel? Ça vous arrivait? Oui, bien. Enfin, moi, tout à fait. Moi, je m'occupais beaucoup de cette école au départ et puis ensuite, j'ai continué à travailler avec mon frère pour recevoir nos clients, etc. Et après, je me suis surtout concentrée sur la communication de l'ensemble de nos activités. Et oui, bien sûr, on passait. Et ça nous est apparu très très important dès le début des années 90, même avant, dans les années 80, de développer l'accueil des visiteurs. À l'époque, on recevait peu dans les vignobles, d'abord parce que les vignobles étaient tous, enfin les chais n'étaient pas en très bon état, il faut le dire. Moins que celui de Guy actuellement, oui. Hein, c'est sûr. Hein. Voilà. Dans les années 70 et puis dans les années 80, on a fait des bons millésimes, donc on a réussi à pouvoir mettre un peu d'argent dans les chais. Et donc on s'est dit c'est le moment d'accueillir les visiteurs. On avait vu ce qui s'était passé en Californie, dans la Napa Valley en particulier, et on s'était inspiré de ça pour essayer de trouver le meilleur accueil pour les visiteurs. Et petit à petit, on a développé des chambres d'hôtes aux Ormes de Pèze, qui est une autre de nos propriétés à Saint-Estèphe, un petit village autour de Lingebage dans lequel on pouvait déguster, on pouvait déjeuner, un café Lavinal, une brasserie, et puis boutique, etc., etc. Et donc, l'idée, c'était autour de Lingebage et de Corbeil-en-Bage, de développer une sorte de centre d'accueil où nos visiteurs pourraient avoir des expériences. C'était très important. Et puis, pour finir, j'ai développé une agence qui s'appelle Bordeaux Saveur et qui propose des séjours aux visiteurs conçus sur mesure, dans tous les vignobles de Bordeaux et en particulier ici à Saint-Émilion, bien sûr. D'où viennent les clients de façon générale? Alors ils sont pour beaucoup étrangers parce que pour les Français c'est assez facile aujourd'hui avec Internet d'organiser son séjour. Encore que quand vous avez une entreprise ou quand vous avez qui veut faire un séminaire ou quand vous avez un groupe de gens qui n'ont pas beaucoup de temps, en fait souvent ils font confiance à notre agence. Donc disons que 80% de la clientèle est une clientèle qui vient de l'étranger, de loin très souvent, beaucoup d'Américains, parce que les Américains doivent se faire dorloter. Et voilà, et on essaye de leur donner les meilleures expériences possibles dans nos vignobles. Guy Ménin, le business du vin vous a entraîné vers une compagnie aérienne qui avait le vent en poupe avant le confinement, qu'on connaît bien le foot, puisque je crois qu'elle a construit le stade d'Arsenal. C'est évidemment Emirates, qui a été le sponsor du PSG, si je ne m'abuse aussi. Comment avez-vous réussi à nouer ce contrat du siècle avec Emirates Alors Christophe, Sylvie en a dit deux mots tout à l'heure. Moi, de mon propre chef, je n'ai rien noué du tout. C'est quelque chose que j'ai découvert. Et puisque je vends 98% de ma récolte au négoce bordelais. Et donc, parmi eux, il y a un négociant qui travaille beaucoup avec cette compagnie aérienne. Et Emirates, c'est une compagnie aérienne qui met vraiment beaucoup en avant les vins de Bordeaux sur ses vols première classe et en business. Et donc ce sont des très gros acheteurs des vins de Bordeaux, des grands vins de Bordeaux tous les ans depuis longtemps.
Et donc, je me suis retrouvé petit à petit à être vraiment, avec cette compagnie aérienne qui achetait une quantité, un volume relativement conséquent de ma récolte. Alors, moi, j'ai toujours été content parce que c'est vrai que c'est une belle vitrine, mais en même temps très inquiet parce que faut pas mettre ses œufs dans le même panier et ces gens-là commencent à être, quand on commence à acheter 25 ou 30% d'une récolte dans un château, c'est embêtant. Et donc voilà, j'ai toujours tiré un peu la sonnette d'alarme par rapport à ça pour essayer de diversifier la distribution. Et le négociant qui vendait à Emirates, j'ai limité les volumes. Mais quand quelqu'un veut une marque, on est sur un marché ouvert à Bordeaux et il a suffi qu'il frappe à d'autres portes, d'autres négociants pour continuer à augmenter ses volumes à mon insu. Et aujourd'hui où les avions effectivement restent sur le tapis, eh bien, on a effectivement une partie de notre distribution qui en est amputée d'autant. Alors on va parler un peu de la crise parce que Dieu sait que les crises ont été nombreuses dans le vignoble bordelais. 2017, le gel, la crise à Hong Kong, quand on sait que Hong Kong est un gros acheteur de vin de Bordeaux, évidemment Donald qui va de sa petite taxe de 25%, la crise sanitaire. En ce qui concerne la formation, ça a un impact tout ça ou pas plus? Est-ce que par exemple cette crise a dissuadé certains étudiants d'embrasser les métiers du vin ou pas du tout finalement pour vous? Quasiment pas. Ouais. C'était une crainte que nous avions au printemps, à la fois parce que le confinement n'avait pas permis de pouvoir accueillir lors de journées portes ouvertes assez largement les publics qui viennent habituellement visiter, se rendre compte et préparer une inscription. Donc nous avions un petit peu cette crainte de voir les effectifs reculer. Et en réalité, nous avons fait carton plein sur l'ensemble des formations, depuis les bacs professionnels jusqu'au bac technologique. Pourquoi les lycées viticoles ont-ils le vent en poupe? Parce que c'est le cas, il faut le dire. Je crois que c'est la qualité de l'enseignement, le résultat aussi sur le profil des jeunes qui se destinent à être viticulteurs ou à être salariés ou à être techniciens ou, je dirais, à évoluer parce que une des caractéristiques également de notre enseignement, c'est que les jeunes font preuve d'une grande capacité d'adaptation. Quand on regarde leur insertion, quand on suit les parcours professionnels, on voit qu'ils sont capables finalement d'exercer des métiers qui ne sont pas exactement en relation avec les études qu'ils ont pu suivre. Ça, c'est un atout, me semble-t-il. Et puis aussi parce que, comme je le disais tout à l'heure, on y enseigne pour une grande partie des cours ce qu'est aujourd'hui la réalité professionnelle, ce que sont concrètement les situations, la vraie vie, ce qu'on appelle la vraie vie. Donc c'est aussi une manière de les amener à pouvoir être très vite dans le concret, dans l'adaptation et répondre aux attentes des employeurs. Je crois que c'est un des éléments premiers. Et puis aussi parce qu'on reste un enseignement à taille humaine, avec un taux d'encadrement, d'accompagnement des jeunes qui séduit les familles, qui séduit aussi les jeunes adultes ou les adultes tout court, puisque en formation continue, nous avons aussi chaque année beaucoup de demandes et beaucoup de personnes qui opèrent une reconversion professionnelle. Ça, c'est la très bonne nouvelle d'une façon générale pour la viticulture, c'est que ce ne sont pas que les enfants de viticulteurs qui pourront demain ou après-demain assurer la continuité dans cette filière. Ça reste un secteur très attractif qui fait un peu briller les yeux et qui, pour certains qui sont complètement éloignés de ce secteur au départ, va constituer véritablement une seconde chance, une seconde vie professionnelle. On peut anticiper sur la format parce qu'on y revient après. Sylvie, les appellations, on n'en a pas du tout parlé. Alors vous, les médocains, parce que vous êtes quand même une vraie médocaine, hein, ça a commencé en 1855. On était sous Napoléon III, je racontais ça à mes élèves hier, puisqu'on parlait du Second Empire. Classement en 1855, à peine revu et corrigé en 1973, 70 exactement. 73. Vous êtes classé Linge-Bage il y a 5 catégories. Vous êtes dans la 5e catégorie. Est-ce que ça veut dire que vous êtes moins bon que la première? Un classement, par définition, c'est un classement qui s'est fait en 1855.
Donc après, Mais c'est pas injuste. Aujourd'hui, le classement est globalement assez juste, puisqu'on voit bien que les 60 et un crus qui ont été classés restent toujours dans le top de ce que fait le Médoc de mieux. Mais à l'intérieur du classement, on peut dire qu'il y a des choses qui ont bougé un petit peu, et c'est le marché qui reconnaît en fait aujourd'hui la valeur des crus. Alors, mais globalement, c'est un impact formidable, ça, non, j'imagine, le classement. Bien sûr, c'est très important, mais il n'y a pas que le classement du Médoc, il y a celui de Saint-Émilion. On va y revenir après avec Guy, bien sûr, on va y revenir. Oui. Et celui des Graves, bien sûr. Oui, c'est très important que nous ayons des classements, comme je pense que c'est important que nous ayons des appellations, parce que ce sont des gages de qualité, si vous voulez. Les appellations, nous sommes soumis à des règles de plantation, des règles d'élevage de la vigne, et c'est quand même une garantie pour le consommateur du monde entier qui ne connaît pas justement la façon de faire le vin, etc., d'une certaine qualité et que nous pouvons, qui s'inscrit dans la pérennité. Okay. Guy, alors ça c'est plus compliqué, Guy Ménin, le classement à Saint-Émilion, 1954, mais en 2012 il y a eu de fortes contestations. Je crois qu'il y a 2 châteaux qui sont entrés en 2012, c'est le château Pavie et le château Angélus. Vous situez alors à Saint-Émilion, le château Pavie et le château Angélus ont accédé au sommet de la pyramide, à la catégorie premier grand cru classé, catégorie A. Donc ils ont rejoint le château Cheval Blanc et le château Ozone, qui étaient tout seuls dans cette catégorie depuis des lustres. Qui décide de cela depuis le début. Alors qui décide, c'est une commission qui est souveraine et qui... mais controversée. Oui, toujours. De toute façon, à partir du moment où on met une limite quelque part, la limite, elle est discutée. Et puis en France, probablement plus qu'ailleurs. Voilà. Mais ce classement, pour le comparer à celui de 1855, qui est un classement immuable, même si vous avez dit qu'une fois, il y a eu une remise en question en 73, le classement de Saint-Émilion a été construit dès le départ sur l'idée d'être révisé tous les 10 ans. Ouais. Pour prendre un peu les Saint-Émilionnais, donc... l'ont créé un siècle plus tard que celui de 1855, Saint-Émilionnais ont toujours un esprit avant-gardiste de se dire, voilà, on prépare l'avenir, on va essayer de faire des choses différentes et plus vivantes, enfin, des choses qui bougent. Et donc, ils sont partis dès le départ sur une idée de réviser ce classement tous les 10 ans. Ce qui n'a pas forcément été fait au début, mais qui, depuis, les années 60, est fait maintenant très régulièrement tous les 10 ans. Et maintenant, depuis quelques dizaines d'années, on a une société qui se judiciarise de plus en plus. Et donc, le résultat du classement n'est pas toujours bien accepté par des gens qui peuvent être déclassés ou autres. Évidemment. Et donc, ça suscite une polémique. Bon, qui est une polémique essentiellement locale, pour commencer, et qui, on le souhaite, ne s'étende pas trop, parce que le but d'un classement, c'est de faire la promotion de nos vins et de donner des repères, ce que disait Sylvie, sur les catégories des vins. C'est-à-dire que le consommateur, face à la quantité de vin très importante qui est produite à Bordeaux dans chaque appellation, a besoin de repères. Et le classement est un vrai repère pour le consommateur. On a besoin du classement. Nous, on en a besoin. Les consommateurs en ont besoin. C'est quelque chose auquel il faut vraiment s'accrocher. Et ce classement de Saint-Émilion est différent de celui du Médoc dans le sens que ce sont des terroirs qui sont classés. Le Médoc, c'est plutôt des marques qui sont classées. Saint-Émilion, c'est un classement de terroirs avec des délimitations géographiques très précises pour chaque cru. Ok. Donc, merci de cette nuance importante, parce qu'on s'adresse aussi à un grand public. Hein, c'était le format de cette émission, bien sûr. Vous voulez rajouter quelque chose, peut-être? Oui, c'est pas seulement les marques qui ont été classées. À l'époque, ça correspondait à un terroir, et un terroir au sein d'une appellation. Et donc, la seule chose, c'est que le classement en Médoc est légèrement plus souple que celui de Saint-Émilion, mais je ne peux pas tout à fait dire que ce sont des marques qui sont classées. Je crois qu'il faut, ça part d'un terroir, bien entendu. Ok. Aussi. Alors pour terminer cette émission, hein, on avait décidé de faire entre 50 et 55 minutes. On va tenir le rythme, il n'y a pas de problème. On va parler de la formation, bien sûr. Alors vous allez tous trois intervenir dans la formation.
Et pardonnez-moi, Corinne, on n'a pas été au lycée viticole de Blanquefort, mais on a été enquêté au lycée viticole de Limours-Montagne. Alors ils doivent nous regarder, enfin un des deux enseignants nous regarde, je crois que Jean-Paul Brisset, l'emblématique prof de Viti, est en voyage comme souvent, il avait le TGV à prendre à 12h35, donc il est parti, mais il va nous revoir après. Par contre, Sylvie Dugos est là. Alors Sylvie et Jean-Paul vont nous expliquer un petit peu quelle est leur tâche au lycée viticole de Limours-Montagne. Ils forment les BTS et ensuite, évidemment, on terminera cette émission en parlant de la formation parce que c'est absolument essentiel pour les jeunes et donner envie à tous ces jeunes de travailler dans la viticulture, c'est notre mission. On est parti pour ce petit reportage et on part directement au lycée viticole de Limours-Montagne. C'est à quelques kilomètres ici de l'endroit où nous sommes. Je vous rappelle qu'on est toujours en direct sur Aki Télé et sur Facebook et j'espère que ça vous plaît. Moi, j'ai la chance d'être enseignante dans un lycée donc, viticole et qui, comme tout lycée viticole public, s'appuie sur une exploitation grandeur nature. Donc, on a une exploitation de 40 hectares au lycée qui va nous servir de support pédagogique pour l'ensemble des formations viticoles et commerciales de l'EPL. On utilise et la vigne, le vignoble donc de 40 hectares pour apprendre aux élèves, étudiants, ou personnes en formation adultes aussi, on leur apprend à tailler la vigne, la conduire et obtenir un raisin de bonne qualité. Donc moi, mon travail, c'est d'apprendre aux élèves et étudiants à transformer le raisin en vin ou autres sous-produits, on va dire, viticoles. Donc on va travailler de la récolte du raisin jusqu'à la mise en bouteille. Et le lycée aussi commercialise donc toute une gamme de vins. Donc on a aussi des formations commerciales qui permettent de développer ce secteur. Voilà. Alors dans notre formation, les BTS viticulture œnologie arrivent début septembre, comme rentrée classique. Et la première action, ils sont tout de suite mis dans le bain. Nous travaillons avec le groupement de défense des organismes nuisibles. Et c'est un organisme, en quelque sorte, qui pilote la lutte contre la flavescence dorée, qui est une sorte de virus. Donc, ils font une journée et demie de prospection avec le GEDON. Ça les met tout de suite dans le bain. Cette année, on a prospecté une partie du vignoble de Lussac. Alors ensuite, arrivent les vendanges. Donc, ils participent à quelques travaux de vendange. Mais surtout, nous avons un mini-chai où nous faisons du rosé de saignée, du rosé de macération, etc., du rouge, du blanc moelleux, du blanc sec. Et ensuite arrivent les travaux de la taille. Une spécificité un petit peu à notre établissement, c'est que les élèves dans les formations professionnelles sont responsables de 2 rangs et ils réalisent les travaux sur les 2 rangs jusqu'en début de 2e année. Donc la taille, le tombage des bois, l'attachage et les épamprages, tête de souche, et ils voient au moment de la taille suivante s'il est réalisé ou pas correctement. On les apprend à greffer, on a ce qu'on appelle le matériel de greffe Oméga, et ensuite arrivent les travaux en verre. Pareil, ils continuent sur leurs 2 rangs, et là, bon, ils passent à l'exploitation. Ensuite, par groupe de 3 ou 4, nos élèves de TS, ils sont mis en situation d'encadrant, c'est-à-dire ils vont aider les salariés à encadrer les classes de seconde professionnelle et de baccalauréat professionnel. Il est bavard, Jean-Paul Brisset, au moins largement autant que je le suis. Mon frère jumeau, parce qu'il est né le même jour et la même année que moi, c'est extraordinaire. Donc tout le monde sait au lycée que nous le surnommons, même Corinne le sait. Vous ne le saviez pas, Corinne? Mon frère jumeau, voilà, si, elle le savait. Alors Corinne, la formation, bon, on en a dit pas mal déjà, le profil des jeunes qui rentrent chez vous, c'est de moins en moins des fils de viticulteurs. 1969, au lycée viticole de Limours-Montagne, il y avait 100% de viticulteurs. Mais aujourd'hui, dans les lycées, c'est loin d'être le cas. Oui, on est plutôt sur 20 à 30% en BTS viticulturologie, par exemple. C'est aussi le reflet, je crois bien, de l'évolution de la population en général au regard des études supérieures. On a quand même de plus en plus de jeunes qui empruntent la voie générale et qui reportent l'orientation ou le choix professionnel après le bac. Et on a aussi, je le disais tout à l'heure, des reconversions professionnelles. Donc
c'est vrai que ça amène l'enseignement à devoir s'adapter, à devoir s'orienter différemment pour que ces jeunes adultes qui n'ont pas de bagage parce que n'ont pas eu une première expérience dans leur milieu familial ou personnel, il faut les amener à avoir rapidement une professionnalisation. Et l'exposé de M. Brisset nous éclaire à ce sujet, c'est-à-dire que très vite, on va les mettre dans le bain. On va les faire participer parce que l'exploitation est juste à côté. Donc, tout au long des semaines de la scolarité, ils vont pouvoir suivre le cycle de la vigne, le cycle du vin. Il y a aussi des travaux dans le chai auxquels sont associés les apprenants. Et ça permet, comme on l'a déjà expliqué, d'avoir assez vite, finalement, en 2 ans, en 3 ans pour certains, un cycle de professionnalisation. Bon, faut pas le comparer avec quelqu'un qui, comme on dit, est né là-dedans, mais en tous les cas, ça leur permet, je crois, complété par les stages, parce qu'on l'a pas dit, mais les stages sont un élément important de la professionnalisation. Et puis, pour certains, ça va encore plus loin, puisqu'il faut dire qu'au sein de l'établissement, nous avons aussi les mêmes formations par l'apprentissage. Nous avons des apprentis dans FISM. L'apprentissage, c'est une alternance avec beaucoup de temps, la moitié, voire les 3/4 du temps en entreprise, et avec un patron, avec un maître d'apprentissage, cette possibilité, via du tutorat, d'observer, d'apprendre, de faire par soi-même, et au final, d'acquérir l'ensemble des compétences. Sylvie, vous n'êtes pas passée par la formation dont nous parlons, je ne crois pas. Hein. Non, non, pas du tout. Moi, j'étais prof d'anglais au départ. C'est ça, hein, au collège. Vous avez mal tourné après. Et voilà, j'avais fait une petite formation à l'époque à la fac de No. Voilà, et j'avais. Vous avez fait une formation dans le commerce il n'y a pas longtemps, je crois. Oui, ça c'était. Oui, il y a une dizaine d'années. Une quinzaine d'années, j'ai fait un executive MBA à HEC. Parce que justement, j'avais envie de faire autre chose et qu'à un moment donné, il faut faire un petit break, en tout cas, se donner un peu de recul, simplement pour savoir ce dont on a envie et quelles sont les opportunités qui se présentent à vous. Et donc ça, c'était, oui, il y a une douzaine d'années. Et sinon, avant, effectivement, moi c'est pour ça que je me suis tout naturellement orientée vers la communication dans nos vignobles. Et vers le développement de l'onotourisme, évidemment. Et l'anglais étant très très utile. Moi, j'avais fait j'avais fait des études de langue, de littérature et civilisation. LEA. LEA, exactement. Voilà. Tout au début. Et puis, mais tout ça se rejoint en fait. On arrive très bien. D'abord, je trouve que c'est très intéressant de faire des choses différentes pendant sa vie. Je pense que de plus en plus de jeunes aujourd'hui démarrent dans une branche et ensuite, c'est ce que tu disais Corinne, on a envie à un moment donné d'évoluer, de changer, de rencontrer d'autres personnes, d'avoir d'autres challenges. Et je crois qu'il faut avoir cet esprit d'ouverture pour les jeunes, pour leur dire que justement, ils ne s'inquiètent pas, qu'ils font quelque chose qui leur plaît, qu'ils y aillent à fond et qu'ensuite, ils se laissent guider par la vie et par les rencontres. Guy, je ne parlerai pas de quelqu'un qui vous est proche, mais on sait de qui on parle, tous les deux, qui, bien sûr, est venu nous voir au lycée viticole de Libourne-Montagne, ça n'allait pas de soi, qui n'a pas d'appétence avec la viticulture pour autant, mais qui est quand même passé chez nous et qui s'est refait une santé. On peut dire qu'un lycée agricole, ainsi un lycée viticole, permet de redémarrer quelque chose. Est-ce qu'on peut le dire ainsi ? Oui, de toute façon, parce que je pense que c'est un environnement qui est vraiment très particulier et très différent de tous les autres lieux d'enseignement. Et pour un jeune qui se sent pas bien dans l'enseignement de lycée, on va dire, traditionnel, se retrouver dans un lycée agricole, avec cette ouverture vers la nature, vers les métiers liés à l'agriculture, c'est une ouverture vers autre chose. Et ça peut permettre aussi à certains élèves de terminer leur scolarité dans des bonnes conditions et de ne pas être en échec. Non pas par rapport au niveau, parce que le niveau scolaire est très bon dans les lycées agricoles, mais c'est cette ouverture vers la nature qui est vraiment intéressante, qui peut susciter après des vocations, des envies d'aller découvrir d'autres terrains. Des profils d'enseignants différents aussi.
des profils d'enseignants différents. Je suis Il y en a bien placé même pour le qui font savoir. Il y en a même qui font de la télé, oui. Voilà. Non, mais c'est Oui, pas du tout la même mais approche de pour- l'enseignement, il Pour faut le dire. revenir Oui. sur ce que disait Corinne tout à l'heure, moi, de mon expérience d'employeur ici, nous, on voit les gens arriver sur le marché du travail. Et c'est vrai qu'avant, on voyait des fils d'agriculteurs qui cherchaient du boulot. Et nous, on était contents parce que c'était des gens qui avaient cette fibre agricole qui était transmise comme ça en famille. Et ça ne se fait pratiquement plus. Et donc maintenant, on voit des gens donc, qui sont en reconversion professionnelle, qu'on peut parfois appeler des néo-ruraux, qui parfois voilà, ils quittent la ville et ils viennent un petit peu voir respirer l'air de la campagne. Et donc, ce sont des gens qui ont une approche sur l'agriculture qui est vraiment différente de la catégorie précédente. Et donc, nous, en tant qu'employeurs, moi, il me semble qu'on a deux principales catégories. Des gens qui vont faire des travaux très simples, qu'on va arriver à trouver. Des gens qui sont passés par des organismes de formation. Et s'ils sont un peu des néo-ruraux, ils vont avoir envie de faire des choses plus sophistiquées, avec plus de responsabilités. Et là, on va avoir du mal à trouver entre les deux, c'est-à-dire l'exemple, c'est le chauffeur de tracteur. Quelqu'un qui est stable, donc qui va pas avoir envie de changer trop souvent, parce que pour nous, on a besoin de gens très réguliers, et qui est stable et qui cherche un travail régulier dans l'agriculture, mais de façon stable. Ça, c'est plus difficile à trouver. Vous faites des beaux voyages aussi dans les lycées agricoles, alors pas en ce moment, mais je sais qu'au lycée de Blanquefort, à un moment donné, vous faisiez un voyage en Californie, il y a quelques années, je ne sais pas si ça se fait toujours, on en allait très très loin. Hein. Qui veut aller loin aménage sa monture, mais vous l'aménagez pas. Hein. Oui, l'enseignement agricole a plusieurs missions, dont une mission qui est assez Oui. peu connue, qu'on appelle la coopération internationale. C'est incontestablement une ouverture sur le monde et la filière viticole se prête très très bien à cet exercice parce qu'il y a des vignes un peu partout dans le monde. Et la coopération, elle existe avec des exploitations dans d'autres pays, européens en particulier, mais pas que. Il y a aussi l'image de la France, l'image de Bordeaux qui fait que les portes s'ouvrent assez facilement. Et il y a eu, sur les 20 dernières années, des déplacements assez remarquables qui, j'en suis sûre, auront laissé de très très beaux souvenirs aux jeunes qui en ont bénéficié. On va saluer Philippe Honor parce que c'est lui, celui qui est resté 10 ans au lycée viticole de Libourne-Bretagne, qui dirige la coopération internationale désormais. C'est ça. Voilà, il reverra cette émission, ça lui fera plaisir que nous le citions. Sylvie, vos enfants ne sont pas passés par les lycées viticoles, je crois pas? Pas du tout? Non, pas du tout. Alors, d'abord, j'en ai deux qui ne travaillent pas dans la viticulture. Et alors, si, non, je fais une erreur. Disons que j'ai un fils qui est à Londres et un autre fils qui travaille dans la viticulture, mais par le biais de la finance. Il est directeur financier dans un groupe de coopératives. Et j'ai ma fille qui travaille avec moi, donc pour Château Chauvin. Et alors, elle a fait tout d'abord des études de dentaire. Donc, elle est dentiste. Et puis, au moment où on a racheté Château Chauvin, elle m'a dit, mais en fait, je préférerais vraiment venir travailler à Saint-Émilion. Et voilà, elle a fait un master de gestion de propriété viticole à Bordeaux Sciences Agro, et elle est aujourd'hui ravie, je crois. C'est un beau métier d'être dentiste, mais bon, je crois que c'est... Il y a beaucoup de gens dans les métiers de santé qui se rapprochent de la viticulture. On trouve beaucoup de médecins qui se reconvertissent, beaucoup D'ailleurs, les deux propriétaires précédentes étaient l'une médecin et l'autre pharmacien, et elles avaient quitté leur métier pour reprendre la propriété familiale. Et voilà, c'était donc deux femmes qui ont passé le flambeau, passé le relais à deux femmes aussi. Vous n'allez pas le croire, ça fait 57 minutes que nous sommes ensemble. Alors on s'est dit qu'on fera un format de 60 minutes. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter à tous trois en 2021? Un peu moins pire qu'en 2020, Guy. Oui, déjà. C'est ça. C'est ce que j'ai fait quelques cartes de vœux là hier, et c'est ce que j'ai souhaité aux gens une année de 2021 meilleure. Qu'est-ce qu'on demande à Emmanuel? Meilleure en tout point à celle que nous sommes en train d'achever. Qu'est-ce qu'on demande au président? On lui demande quoi?
On lui demande de libérer l'économie, d'arrêter d'étouffer l'économie de ce pays et de nous permettre de travailler normalement. On a tout ce qu'il faut pour travailler, on connaît tous les gestes barrières, on a les masques, on a les gels. Maintenant, on est formaté, on sait tout ce qu'il faut faire pour bien faire. Il faut nous laisser être responsables, voilà, de ne pas nous traiter comme des enfants et de nous permettre de travailler. On ne peut pas continuer à étouffer ce pays comme ça, c'est pas possible. C'est aussi ce que vous pensez, Corinne, dans l'enseignement moi, je pense qu'aux agricole? jeunes, je trouve que la situation les impacte beaucoup, que c'est difficile d'être jeune en cette année 2020. On est contraint, on n'a pas une vie de jeune en réalité. Et on l'observe là depuis la rentrée. Vous avez senti ce mal-être psychologique? On dit qu'il y a 25% des Français qui sont dépressifs en ce moment. Est-ce que c'est le cas des enfants? Les jeunes n'échappent pas à cette situation. Et voilà, on peut espérer qu'on en sorte assez vite, en tous les cas, que le pays entier, mais je parle des jeunes parce qu'on y est confronté, on le voit en conseil de classe, on le voit dans les différentes activités. Non seulement c'est l'ensemble des activités de la sphère personnelle qui sont limitées, mais c'est aussi la qualité de l'enseignement au sens cette ouverture dont on parlait sur le monde, sur l'extérieur, sur d'autres sujets. C'est plus possible actuellement. Aujourd'hui, elle est extrêmement limitée et ça a forcément un impact sur la santé mentale, on va le dire, alors sans aller à des extrêmes, mais on est quand même un petit peu préoccupé là tout de suite par ces sujets-là. Donc on espère vraiment que 2021 sera l'année du renouveau pour tout le monde. 3 vœux au 1er janvier 2021, Sylvie. Alors le premier. Le premier vœu, c'est beaucoup de vaccins. Ouais. Le deuxième, c'est, je pense, que les Français prennent confiance, enfin. Ah oui. Et qu'ils prennent confiance grâce à ces vaccins. Qu'ils reprennent confiance. Qu'ils reprennent confiance, mais globalement qu'ils prennent confiance. C'est-à-dire qu'on sent qu'aujourd'hui, le Français a besoin de contester tout ce qu'on lui propose. Il a toujours été comme ça, Sylvie. Beaucoup plus aujourd'hui, je crois. Parce que nous vivons dans une société qui a beaucoup moins de problèmes qu'autrefois, par le Covid, bien sûr, depuis un an. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de latitude pour contester, puisqu'on vit quand même dans un certain confort par rapport il y a 20 ans, 30 ans. Et sans parler de ce qu'ont vécu mes parents à l'époque de la guerre. Mais moi, voilà, je souhaite aux Français de prendre confiance. Et puis, un troisième, c'est bien entendu revenir sur cette ouverture. Que chacun réalise la chance qu'il a de pouvoir avoir cette ouverture, de pouvoir voyager en temps normal, et de pouvoir se former, et de pouvoir échanger, et de pouvoir créer. La Cité du Vin, ça rouvre quand? Ça rouvrira donc le 18 décembre, si tout va bien. Si tout va bien, on l'espère très fort. Et puis surtout, on espère une année 2021 qui sera très riche et avec beaucoup de visiteurs qui viendront de partout. Je pense que cette exposition, Boire avec les dieux, donc qui débutera, si tout va bien, en avril, nous apportera beaucoup de monde parce qu'elle est très riche, très intéressante. Et je pense qu'elle plaira à tous les publics. Je n'en doute pas. Et si Bacchus m'était compté, eh bien c'est fini, les amis. On était en direct sur Facebook, on était en direct au lycée viticole de Libre-Montagne, et on était en direct bien sûr sur AquiTélé. On pourra revoir ce reportage. Alors j'avais quelques personnes à remercier, à commencer bien sûr par les invités, Corinne Rollet, Guy Mélin, Sylvie Caz. Sans vous, rien n'eût été possible. Il y a quelqu'un qui s'est fait beaucoup de cheveux blancs, il en a quelques-uns en plus à 11h, à 10h quand on levait les marées. Voilà. Petit problème technique, mais finalement on l'a fait avec 30 minutes de retard. Mais on l'a fait, et c'est bien là l'essentiel. On va remercier 8 Mont Blanc, hein, c'est une chaîne qui existe du côté de Chamonix, me semble-t-il. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'ils nous ont donné la possibilité de passer le clip des ouilles qu'on a vu en entrée et qu'on va voir en sortie. Il y a quelqu'un qui a bossé pour moi, c'est Laurent Pellebernard, qui a fait des titres recherche. Jean-Claude, je l'ai déjà remercié, c'est le réalisateur, c'est l'instigateur de ce projet d'AquiTélé. Et puis, il y aura d'autres rencontres de Christophe. On n'a pas souhaité appeler cette émission les rencontres de Christophe, même s'il y en a eu depuis le mois de juillet, mais gageons qu'on trouvera d'autres idées pour vous intéresser. En tout cas, c'était absolument génial d'être avec vous ici en live et en direct dans ce château magnifique hein, qui est le vôtre, Guy Mélin. Et on vous souhaite, mais bien sûr, de bonnes fêtes.
Et puis on vous souhaite de belles perspectives, chacun dans votre registre pour l'année 2021. On repart avec ce groupe complètement déjanté, qu'étaient les ouilles que vous avez aimées, Guy, je crois, Sylvie également, Corinne, les ouilles pour 2 à 3 minutes, et puis à une autre fois, salut, à bientôt.